à tous et mes meilleurs vœux pour cette année 2020. Ravi de vous retrouver pour la seconde partie de la rétrospective 2019 du continent africain. Après l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, nous décrypterons la situation en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et australe. Quels sont les événements et les personnalités qui ont marqué l'actualité régionale, sans oublier les perspectives. Quel agenda pour l'Afrique en 2020 ? Pour ce premier numéro de l'année 2020, j'ai le plaisir d'accueillir messieurs Dr William McBlonon, politologue, et le journaliste Thomas Guessambi. Bonjour. Bonjour Fatim. Bonjour Fatim. Et bienvenue. Merci. Alors, en Afrique de l'Est, on retrouve les pays de la Corne de l'Afrique. On a déjà ici même parlé de l'Éthiopie. Nous allons donc nous intéresser à la Somalie, frappée encore cette année par les islamistes du Shebab. Pour quelles raisons l'armée américaine a multiplié les frappes aériennes dans ce pays en 2019 ? Alors, l'armée américaine se souvient toujours des événements de 1992. On se souvient comment est-ce que les Américains ont quitté la Somalie après la catastrophe qui s'est avérée l'opération Restore Hope. Donc, depuis lors, les Américains n'aiment plus directement intervenir sur le sol somalien parce que c'est devenu très périlleux. Et on s'est rendu compte depuis les élections présidentielles de février 2017 qu'il commence à y avoir une renaissance entre guillemets de l'État somalien parce que c'était un État complètement désintégré depuis 1991. Et là, l'État recommençait à naître avec l'élection du nouveau président. Et les Shebab, qui sont une partie d'ailleurs de cette coalition qui a fait chasser du pouvoir l'ancien président, le général Siad Barre, donc les Shebab font toujours parler d'eux. Et pour les Américains, il était important de sécuriser cette zone parce qu'on connaît les conséquences sur le trafic, sur le commerce, parce qu'on s'est rendu compte à quel point ces Shebab étaient impliqués également dans tout ce qui est piratage dans la Corne de l'Afrique. Donc, un certain nombre d'éléments qui ont poussé les Américains, avec l'insistance de l'Éthiopie, à intervenir militairement sans devoir passer par des opérations terrestres qui sont très redoutées par l'armée américaine. Merci Fatim. Il y a ce qu'on peut considérer en géopolitique et beaucoup plus pointu en géostratégie, ce qu'on appelle des zones de stratégie. Et je pense que la Corne d'Afrique fait partie de ces zones-là, à la fois pour le commerce, le trafic maritime dans le golfe d'Aden. Mais il y a que l'économie de la Somalie, si elle n'est pas aujourd'hui florissante, elle est prometteuse de par le pétrole qu'on y a découvert. On quantifie ce pétrole-là à 15 milliards de barils aujourd'hui. Donc il y a là des intérêts pour des puissances comme les États-Unis. Mais dans la lutte contre le terrorisme, tous ces djihadistes qui avaient été pourchassés au Pakistan ont trouvé à un moment donné refuge en Somalie, dans un pays naturellement où le chaos règne, où les chefs de guerre se partagent à la fois des territoires, la nourriture, les armes. Il est bien entendu que pour les États-Unis et bien de puissances qui veulent faire de cette zone une zone stratégique en termes d'intervention, de politique et de bien d'autres préoccupations, il est donc bien évident que les Américains puissent bombarder. Mais comme l'a dit Dr Ablonon, le tout n'est pas de rester en l'air, mais c'est aussi de maîtriser. Parce qu'à la vérité, aujourd'hui, on a des instances qui ont commencé à siéger à Mogadiscio il n'y a pas plus de 5 ans. Donc que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le gouvernement, des instances qui étaient reconnues mais qui siégeaient hors de la Somalie. Donc il y a véritablement une question de prise en main du territoire pour la destinée de ce pays. Donc il y a une amélioration à vous écouter, mais la situation reste critique. Bien entendu. Alors j'aimerais que l'on s'intéresse maintenant au Burundi, qui va avoir une élection présidentielle en 2020. On va s'intéresser à Pierre Nkurunziza, qui confirme qu'il ne se représentera pas. Messieurs, qu'en pensez-vous ? Doit-on prendre pour argent comptant ces propos ? Ou doit-on justement éviter de lui faire un procès d'intention ? On sait une chose, qu'après la guerre civile, dans le dénouement de cette guerre, il y a eu la conférence, ou si vous voulez le rendez-vous d'Arusha, qui avait souhaité que pour la présidence, qu'un président ne fasse pas plus de 2 mandats de 5 ans. Et donc, Nkurunziza finit, lui qui arrive en 2005, en 2015, il finit son mandat.
et sans modification de la Constitution, il décide de se présenter et la Cour constitutionnelle valide cette candidature. Donc aujourd'hui, à moins d'un an des élections qui auront lieu en mai 2020, en juin déjà 2019, il annonce sa volonté de ne pas se présenter. Mais sur quelle base devraient s'appuyer les opposants ou les observateurs pour dire effectivement il ne se présente pas si en 2015 il a violé visiblement la Constitution pour se représenter? Oui, je pense que c'était, c'est un peu exagéré de dire qu'il a violé la Constitution en 2015, puisque il n'avait pas... Il n'y a pas eu de modification. Son argument, c'est qu'il avait fini un mandat qui n'avait pas commencé, donc la Constitution lui permettait de faire un deuxième mandat, puisque le premier, il l'avait fini, il avait terminé. Ce n'était pas son propre mandat. Mais je pense que c'est très difficile de croire les chefs d'État africains sur parole. Autant, plus il dit qu'il ne sera pas candidat, plus il est inquiétant, parce que quand on observe très bien avec quel déploiement, avec quelle énergie il a bravé toute la communauté internationale, avec toutes les sanctions, toutes les menaces de la Cour pénale internationale. Et il a fait quand même ce qu'il a fait il y a 5 ans, alors qu'il promet de partir, je veux bien le croire sur parole, mais malheureusement, c'est très difficile de lui faire confiance, surtout que son voisin rwandais doit l'inspirer dans une certaine mesure, parce que en regardant un peu ce que fait Kagame à côté, je crois qu'il est très inspiré et qu'il a envie aussi de s'inscrire dans l'histoire. Donc, est-ce qu'il va se présenter? On saurait lui dire. Il dit non, mais quand on voit ce qui se passe à l'intérieur du pays et le peu d'empressement d'ailleurs de la part des opposants pour se présenter ou pour annoncer des candidatures ou pour organiser des machines électorales, on se demande si, dans une certaine mesure, il ne finira pas par comprendre, comme la plupart des chefs d'État africains, qu'après lui, ce sera le chaos. C'est généralement ce qu'ils disent. Hein. Il faut nous réélire, puisqu'après nous, c'est le chaos. Mais quel est le véritable enjeu, finalement, de 2020 au Burundi? Est-ce que c'est la candidature de Pierre Nkurunziza ou est-ce que, finalement, c'est la mise en place d'élections crédibles? D'abord, c'est la démocratie. C'est la démocratie parce que s'il s'en va, ça veut dire quand même que le Burundi aura fait un grand pas en termes de démocratie. Et deuxièmement, ce serait quand même une forme de paix qui revient dans cette zone de l'Afrique qui, depuis les années 73, depuis 1973, a connu des séries de violences. Quand ce n'est pas le Burundi, c'est le Rwanda, donc entre deux peuples frères. Et je pense que cette élection marquerait inévitablement un tournant, surtout s'il s'en va. Alors, on va rester sur les perspectives 2020, mais on va s'intéresser à un autre pays, en Afrique centrale. La Centrafrique qui organise aussi des élections, décidément. Quels seront les enjeux de cette élection, Thomas Guessambi? Quand on sort d'une crise, d'une guerre civile, quand on a des potentialités au niveau du sous-sol, et qu'il y a de l'uranium, il y a du diamant, quand le sous-sol est assez riche, et que toujours dans la dynamique de la géostratégie, il y a des zones qui intéressent des prédateurs, que peuvent être des puissances bien organisées, tout comme des groupuscules de bandits, de terroristes, il y a naturellement des intérêts et des enjeux. Qui va contrôler sans doute ces potentialités que je viens de citer tout à l'heure? Mais en même temps, quand on a eu une succession de présidents et que le dernier qui a été élu en 2016... Et de présidente merci, d'une présidente, pourquoi pas. Et que le dernier qui a été élu devrait, pour la formation de son gouvernement, aller sur des accords de paix avec 14 formations à la fois des groupes de guerre et des composantes politiques. Il y a naturellement du travail qui attend pour à la fois la réunification du pays, mais aussi asseoir maintenant un véritable projet de développement qui prend en compte toutes ces potentialités économiques que j'ai évoquées tantôt. Oui, je pense que la Centrafrique, c'est pratiquement un État failli. Malgré tout, il faut le reconnaître, et entouré d'États plus ou moins instables, où il y a des problèmes,
presque tous les pays frontaliers de la Centrafrique ont des problèmes. Donc, c'est très difficile de parier sur une sortie de crise définitive de ce pays. Parce que chaque fois, à chaque élection, on a toujours cru que c'était le bon moment, c'était la bonne période. Et puis, ça s'enchaîne et les événements finissent toujours par renouer avec la violence. Donc, je pense que pour une fois, de toute façon, il n'y aura pas de surprise en matière d'élection, de résultats des élections, parce que nous sommes en Afrique et la probabilité que celui qui est au pouvoir gagne les élections est très élevée. Donc, il n'y aura pas de grande surprise. Mais par contre, ce que ça peut promettre, c'est beaucoup plus de consolidation en matière de sécurité. Ce que la Centrafrique n'a pas eu depuis peut-être plus d'une trentaine d'années. Aucun chef d'État n'a fait 2 mandats dans la paix. Donc, je pense que ce serait déjà un exploit en termes de stabilité du pouvoir pour construire des institutions fortes et puis construire la sécurité de la Centrafrique. Excuse-moi Fatim, je veux dire, si le schéma centrafricain a sa particularité, on peut au moins faire de la nuance en termes d'alternance. Il y a des présidents sortants au Ghana qui ont perdu les élections. Il y en a eu, on pensait que le clan Kabila allait gagner en RDC. Donc je veux dire, à ce niveau, on ne maîtrise pas peut-être la météo politique, mais accordons, pourquoi pas, le bénéfice du doute à la classe politique qui saura qu'il s'agit beaucoup plus des enjeux qui engagent la vie d'une nation qui a besoin de se reconstruire. Allez, on reste en Centrafrique, mais cette fois-ci avec le Cameroun, qui a connu aussi une élection précédemment. On a l'opposant Maurice Kamto qui a été libéré. Cette libération a été saluée par l'Union européenne, mais qui se dit encore très inquiète de la restriction finalement des libertés. Qu'en pensez-vous? Le Cameroun se renferme sur lui-même? Le Cameroun ne peut pas se renfermer sur lui-même. Je pense que le président Paul Biya était obligé de prendre un certain nombre de mesures pour montrer qu'il avait la situation en main. Il ne pouvait pas aller plus loin, c'est évident, parce que lui-même craint qu'un pays qui est déjà au bord de la guerre civile n'ait de bonnes raisons de s'enliser dans un climat de violence. Donc je pense que c'était des mesures qu'il fallait prendre à un moment où sa victoire avait été contestée et qu'il pouvait encore arguer des questions de sécurité ou de menaces atteintes à l'ordre public pour prendre ce genre de mesures, mais ça n'aurait pas pu s'éterniser. Alors dire que le Cameroun est en danger, pas pour autant, je ne pense pas. Je crois que le Cameroun a les ressources, ou du moins a les moyens de trouver des solutions. Mais la situation politique, c'est-à-dire on est là encore face à un chef d'État qui visiblement perdure au pouvoir. On parlait d'Abdelaziz Bouteflika la semaine dernière. On est à peu près dans la même longévité. Et en mettant les opposants en prison. Oui, mais il a les recettes de la situation. Après 35 ans, je crois qu'il a l'habitude, il a du métier. Donc, oui, c'est son expertise que l'on voit. On assiste à son expertise, là. Absolument. De chef d'État. Merci Fatim, mais je pense que ce confort-là sera secoué par des exigences du temps. Donc le peuple qu'on a dirigé hier, au moment où il n'y avait pas la démocratisation des supports de l'information, que sont les réseaux sociaux, n'est pas le même que celui qu'on dirige aujourd'hui. Ce que je dois dire, quand on a en face de nous une volonté sécessionniste, de 20% de la population, naturellement les anglophones, et qu'on a la menace aussi terroriste qui frappe à nos portes. C'est vrai que dans les 2 cas de figure, Biya a vite fait de minimiser l'attaque ou les incursions de Boko Haram pour se concentrer sur les exigences. Mais cela dit, il est obligé de composer, et il y a eu des tentatives à la fois de libération de l'opposant, de Kamto, mais en même temps, on parle aujourd'hui de rencontres avec toute la classe politique, parce qu'on sait pertinemment que le fleuve tranquille dans lequel se baignait Biya est agité en ce moment. Donc, c'est à la fois dans l'intérêt de son pouvoir, mais aussi c'est dans l'intérêt que là, on a parlé tout à l'heure de Somalie, on a parlé dans bien de pays où prospère, au Burkina, où prospère
le terrorisme, c'est naturellement sur des bases de clivage, sur des bases de mécontentement, sur des bases de déchirement des tissus de la composante sociale que le terrorisme prospère. Donc ce sera dans l'intérêt de Biya lui-même de travailler à la paix pour que ce soit un frein pour l'incursion de Boko Haram. Alors le Cameroun, dont la moitié de la population qui a moins de 25 ans, n'a connu finalement que Paul Biya au pouvoir depuis leur naissance. Est-ce que là aussi le véritable enjeu n'est pas sa succession finalement? Préparer sa succession sans peut-être préparer un dauphin, mais comment le Cameroun va vivre la succession de Paul Biya? Ça va être encore une situation critique là. Oui, c'est un vrai défi, mais en réalité, je crois qu'on surestime toujours la capacité des chefs d'État africains ou alors leur pouvoir à être des surhommes. Robert Mugabe est parti et puis le Zimbabwe n'en est pas désintégré, n'en a pas été désintégré pour autant. Oui, mais il a été chassé du pouvoir. Oui, il a été chassé. On le voit avec l'Algérie, quand les gens... On en parlait ici même avec Thomas. On parlait justement de la longévité au pouvoir, qui en elle-même n'est pas quelque chose de positif ou négatif, à part si on ne respecte pas les règles du jeu. Mais la problématique, c'est que généralement, quand ces personnes restent longtemps au pouvoir, eh bien, l'opposition n'a qu'un seul mot d'ordre, le chasser le président en exercice pour prendre sa place. Et il n'y a plus de vision. Il ne propose rien d'autre, à part prendre la place du calife. Oui, c'est vrai. Mais je pense que la longévité de Paul Biya n'a pas effacé l'activisme politique des Camerounais. Je crois que les Camerounais sont un peuple très politiques et malgré, c'est très difficile de dire que ça a été 35 années d'un cours d'eau tranquille. Je crois que ça a été très difficile pour lui pendant toutes ces années. Il y a eu toujours une opposition très forte au Cameroun. Après, le fait qu'il soit resté aujourd'hui, les dernières élections, confirme quand même qu'il y a eu beaucoup plus de lucidité qu'on ne le pense. Parce que comment voulez-vous changer de chef d'État et vous jeter dans l'inconnu alors que vous avez des menaces séparatistes au sein du territoire, vous avez des menaces terroristes et un certain nombre de défis internes. Je pense que c'est une transition, ou du moins c'est une succession qui doit se préparer et qui doit se faire peut-être à partir des bases solides d'une véritable transition politique. C'est peut-être ce qu'attendent les Camerounais et non arracher le pouvoir juste pour changer de tête. On va quitter l'Afrique centrale pour l'Afrique australe et on finit bien sûr avec l'Afrique du Sud qui, là aussi, a observé deux événements majeurs, l'élection présidentielle de Cyril Ramaphosa, dont tout le monde se souvient, et aussi, malheureusement, des violences xénophobes qui ont ressurgi durant l'année. Alors déjà, comment analysez-vous ce phénomène de ces violences xénophobes, qui sont assez récurrentes, finalement? L'Afrique du Sud fait 55 millions d'habitants, à peu près. Et récemment est passé après l'Algérie en termes d'économie, mais pas par tête d'habitant. Ce que je dois dire, c'est que c'est la puissance qui compte à la fois dans le monde émergent, mais qui compte sur notre continent. Donc quand sur ces 55 millions, on a 10 millions de sans-emploi, c'est assez préoccupant. Mais cela dit, la semaine dernière, on a parlé de l'Algérie des années 60-70, qui était pratiquement la capitale des révolutionnaires. Et là où tous ces militants de l'ANC se retrouvaient à la fois pour leur stratégie à mettre en place. Et même quand Mandela sort de prison, il est accueilli en Algérie avec beaucoup de ferveur. Donc comment comprendre que ce peuple qui a connu, du moins les Sud-Africains noirs, qui ont connu un moment difficile de leur vie, à un moment donné, puisse repousser aussi des Africains comme eux? Si hier, ce qu'on appelait les esclavagistes, de par leur culture, les Arabes, ont accepté Mandela, j'en arrive. Comment comprendre que, mais bien entendu, on a vite fait de trouver le raccourci pour dire là où il y a la misère, là où il y a la pauvreté, bien entendu, l'étranger est toujours l'homme à repousser. Mais la misère n'excuse pas tout et n'explique pas tout. Est-ce que finalement, pour revenir sur l'histoire particulière de l'Afrique du Sud, est-ce que ce n'est pas justement cette histoire qui peut expliquer ce comportement, puisque c'est un État qui a vécu dans la violence, qui a été envahi par des étrangers, les colons blancs. Est-ce que ce n'est pas cette violence de départ qui finalement, qu'ils reproduisent avec les étrangers venus d'Afrique ? Je pense que toutes les constructions politiques commencent toujours dans la violence. La violence est toujours le début de l'acte politique. Ce n'est pas la raison principale, à mon avis.
Je pense que, à vrai dire, on surestime un peu l'africanité, entre guillemets, des Sud-Africains. Ce n'est pas parce qu'on est sur le continent africain qu'on est fondamentalement africain. Je pense qu'on apprend aussi à appartenir à un continent. C'est un État, c'est un territoire qui est resté, entre guillemets, un peu en marge de l'histoire de l'Afrique. C'est-à-dire, ils avaient leurs problèmes, l'apartheid, tout le monde est allé à leur secours, mais ils n'avaient pas de véritable relation avec les autres États. Parce que c'est des partis politiques, c'est un parti politique, l'ANC, qui avait noué des relations stratégiques avec des chefs d'État africains. Mais l'Afrique du Sud, en tant que pays, en tant qu'entité politique du continent africain, apprend à être africaine. Donc, je pense que c'est un événement qui relève, à mon avis, relève d'un rattrapage historique. Ils sont en train de rattraper l'histoire, ils apprendront à être africains. Mais au-delà de ces raisons, à mon avis, il y a d'autres raisons qui sont beaucoup plus objectives. Parce que vous avez en Afrique du Sud, à Soweto, des endroits, des quartiers qui sont pris d'assaut par des étrangers qui ne font que du prosélytisme, de la drogue, de la violence, à un moment donné accepté, souffrir que la population en ait aussi marre. Donc je pense que ce n'est pas parce que... Vous pensez que les torts sont partagés, contrairement à la vision qu'on a de la situation? Absolument. Ce n'est pas parce que vous êtes étranger sur un territoire que vous êtes protégé contre la xénophobie et que vous avez le droit de faire n'importe quoi. Quand vous êtes sur un territoire, vous avez aussi l'obligation de respecter les règles de ce pays-là. Et c'est ce que demande une partie des Sud-Africains. Peut-être pas de la bonne manière, ou évidemment pas de la bonne manière. La manière n'est pas la bonne. Parce que là, on a massacré quand même des personnes. Absolument pas. Absolument. La manière n'est pas la bonne, mais il y a quand même aussi un peu d'éducation à faire aux étrangers qui vivent sur ces territoires. Mais ce que je veux dire sur la question, c'est de la communication politique. Sinon, dans un État de droit, quand des non-nationaux posent des actes répréhensibles, je pense qu'il y a une police, il y a une justice, mais ce n'est pas le peuple lui-même qui se rend justice. Non, le peuple se rend justice ici pour dire on n'a pas à travailler, nous sommes pauvres et les étrangers viennent pour prendre tout ce qu'on devrait avoir comme richesse pour s'en sortir. C'est ça la réalité. Oui, mais et en même temps, le pouvoir politique qui avait promis avec l'avènement de Matemela Ramaphosa, de donner l'espoir. Cet espoir-là, le peuple attend et ne le voit pas. Le peuple se dit, il faut que je commence déjà dans mon quartier, par ma maison, de récupérer la situation en attendant que Ramaphosa un jour apporte son espoir. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que d'abord, aucun pouvoir n'a jamais donné de l'espoir, enfin, n'a jamais tenu les promesses d'une élection. Mais c'est la nourriture du peuple, l'espoir. L'espoir, la promesse, c'est la nourriture du peuple. Voilà, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Exact. Voilà, donc du coup, le peuple, à mon avis, aurait été un peu naïf d'attendre beaucoup de Ramaphosa. Mais là n'est pas le problème. Le peuple a des problèmes réels qui ne sont pas réglés, donc que le pouvoir politique n'arrive pas à régler. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a un problème de gouvernance. Vous l'avez si bien dit, je suis d'accord avec vous, que quand il y a insécurité, quand il y a des quartiers ou des personnes, qu'elles soient des nationaux ou que ce soit des étrangers, se comportent mal, c'est à la police de faire son travail. Mais malheureusement, nous sommes sur des territoires où l'État n'est pas partout présent, où l'État n'est pas partout efficace. Donc, à un moment donné, ne demandez pas aux populations d'être... Allez, un dernier mot sur l'ANC. Donc, bon, ça a été la chute de Zuma, Jacob Zuma. On a tous assisté à ça l'année précédente. Est-ce bientôt la chute de l'ANC, tout simplement, qui se cherche depuis la fin de l'apartheid, finalement, qui n'ont plus de raison d'être, qui était d'abord un sujet racial. Là, ce sont des questions économiques, Thomas le disait à l'instant, qui préoccupent la population, et l'ANC semble totalement dépassée, à part, ou en tout cas empêtrée dans la corruption. Oui, c'est ça aussi souvent la présentation comme un couteau à double tranchant de la dimension spirituelle particulière d'un leader comme Mandela, qui qui a commencé la lutte, qui avait sa vision, et il part sans doute avec sa vision et les concessions possibles qu'il pouvait faire. Les dernières élections ont été, en termes de pourcentage, les élections les plus difficiles, avec près de 50 à 60% que Ramaphosa remporte. Donc l'ANC n'avait pas encore vécu ça en termes de pourcentage. Donc cela dit, quand on a Winnie qui était d'un côté, quand on a Ramaphosa, quand on a Jacob Zuma, l'ANC est en train de se détricoter et je ne pense pas que l'ANC ait de très grands jours encore.
Peut-être, je ne sais pas si on peut prophétiser en ces termes, mais je pense que l'ANC n'était pas préparée. L'ANC n'était pas préparée à gouverner. Ça, il faut le reconnaître. C'est un parti qui était préparé à mener une lutte. Cette lutte étant terminée, tout ce à quoi il s'était résolu, c'était le partage du pouvoir, le partage des mérites de cette lutte. Aujourd'hui, c'est un parti qui n'arrive pas à régler ses contradictions internes. Et bon, est-ce que pour autant ça va consacrer sa déliquescence totale? Je ne sais pas. Mais deuxième élément, ce qui se passe aussi, c'est bon pour la démocratie. Parce qu'en réalité, l'Afrique du Sud était une démocratie à parti unique. Parce qu'on va aux élections, on sait que l'ANC gagnerait. Donc, ce n'était pas une vraie démocratie. Donc, l'ANC a aussi besoin de perdre du terrain pour que la démocratie sud-africaine s'exprime véritablement. Et peut-être que ce sera bon pour la gouvernance. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci pour votre contribution depuis le début d'ailleurs dans le monde et déjà sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis, notamment cette deuxième partie de la rétrospective 2019 du continent africain. J'espère que vous allez débuter l'année bien informés. Et meilleurs vœux encore, prenez soin de vous et surtout des autres. Voici le tour du monde en images de l'année 2019. À bientôt. Serve the country I love.